veux bien prendre la parole, je te laisse la main. Donc, c'est ça, je peux prendre la main? Ouais, mais normalement, je pense qu'il y a Edwige qui devrait prendre la main là, à ce moment-là. Mais... D'accord, très bien. Bon, ben, je vous remercie pour ces connexions. Donc, je suis Adeline Lafage, responsable du pôle en charge des collectivités locales et de la gestion fiscale au sens large, à la fois à destination des particuliers et des entreprises au sein de la direction départementale des finances publiques de Corrèze. Je tiens à remercier la CCI pour cette initiative prise de leur part qui nous permet aussi d'avoir des relations avec le monde entrepreneurial, relations que nous souhaitons développer. C'est ici un premier webinaire. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui suivent en fonction des sujets qui vous préoccupent et aussi des sujets d'actualité. Et il y en aura nécessairement dans les mois à venir. Il y a des échéances régulières qui font que nous sommes en contact avec le monde des entreprises et puis aussi des nouveautés législatives ou réglementaires qui pourraient nous amener à revenir vers vous sur certains sujets d'actualité. Et je pense par exemple à la facturation électronique. Il est possible que ce soit des sujets qui vous intéressent tout particulièrement dans les mois à venir. Aujourd'hui, la thématique choisie d'un commun accord avec la CCI porte sur la territorialité de la TVA et plus particulièrement sur les règles et les mécanismes généraux de la TVA en matière d'exportation. Donc, ce webinaire va s'articuler en 3 temps, avec d'abord une présentation des mécanismes généraux. On vous présentera également le rôle des services locaux de la Direction générale des finances publiques, puisqu'il est au sein de chaque département. Donc, sont rattachés des services des impôts des entreprises à chaque direction départementale. Et dans un dernier temps, on vous présentera l'accès à la documentation. Et en fin de webinaire concernant notre intervention, on prendra quelques questions. Si nous n'avions pas le temps de répondre à ces questions, on reviendrait vers vous ultérieurement selon des modalités à définir, hein, soit par le biais de la CCI, soit à l'occasion d'un prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne séance et je laisse la parole à Monsieur Pelka qui intervient avec moi à mes côtés au sein de la direction départementale des finances publiques. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous faire une présentation, tout d'abord une présentation générale des mécanismes de la TVA à l'exportation. On peut avancer dans le diaporama peut-être. Voilà, donc vous avez donc la deuxième diaporama, la deuxième diapo, c'est le sommaire. Donc voilà, présentation générale des mécanismes de la TVA à l'exportation. Ensuite, on verra le rôle des services locaux et l'accès à la documentation. Donc, voilà. Donc, on arrive sur l'exportation la présentation des mécanismes de la TVA à l'exportation. Donc, la TVA à l'exportation concerne plusieurs choses. On a d'un côté ce qu'on appelle les biens. Donc, les biens, c'est tout ce qui est valeur, enfin tout ce qui est biens meubles corporels, donc tout ce que vous pouvez vendre en fait. Et à côté de ça, on a tout ce qui est prestations de services. Donc, on va voir dans un premier temps l'exportation des biens. Donc, le régime de la TVA qui est applicable aux exportations de biens, il est prévu dans un article du Code général des impôts qui est le 262.1. Cet article vise tous les biens qui sont expédiés ou transportés à destination des pays qui sont hors de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce que c'est que pays hors de l'Union européenne? C'est des pays qu'on appelle des pays tiers, qui sont autres que la France et les États membres de l'Union européenne, et certains territoires assimilés. Donc, par exemple, dans ces territoires assimilés, on trouve Saint-Pierre-et-Miquelon et d'autres territoires spécifiques. Pour avoir la liste de ces territoires assimilés, je vous inviterai à aller sur Internet. Vous tapez dans la documentation qu'on va vous mettre en fin
En fin de présentation, vous aurez la liste, vous aurez accès par l'intermédiaire des sites à la liste des territoires d'assignité. Alors, en principe, toutes les exportations entrent dans le champ d'application de la TVA française, mais elles sont exonérées par un dispositif de la loi et sous certaines conditions qui sont fixées par la loi elle-même. Ces conditions sont différentes suivant deux cas, suivant que l'exportation est réalisée par le vendeur, qui est un vendeur établi, un vendeur français, ou alors par un acheteur qui est non établi en France. Le deuxième cas, on ne verra pas aujourd'hui parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous n'êtes pas des acheteurs qui ne sont pas établis en France, donc on va voir entièrement, enfin, on va se pencher sur les ventes réalisées par des entreprises françaises. Donc, les exportations de biens, les livraisons de biens sont expédiées ou alors transportées par un vendeur français. C'est le dernier propriétaire des marchandises dans l'Union européenne. Il peut être expédié pour son compte ou alors pour le compte d'autrui. Et elles sont expédiées en dehors de l'Union européenne et sont exonérées de TVA. C'est les deux conditions à remplir pour que cette exonération s'applique. C'est un, que cette expédition, donc en fait cette vente de biens, soit inscrite dans les livres comptables de l'entreprise concernée. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait une production d'un certificat électronique de sortie de territoire de l'Union européenne ou de documents qui peuvent attester de la sortie des biens de l'Union européenne, comme l'exemplaire 3 de la DAU, ou alors tous les éléments alternatifs de preuve de sortie du territoire qui peuvent être la déclaration d'importation authentifiée par la douane du pays d'importation ou le document de transport de biens. Donc ça, c'est les deux conditions à remplir. À partir du moment où ces deux conditions sont remplies, c'est-à-dire que la vente est inscrite en comptabilité dans l'entreprise et qu'il y a production d'un document qui atteste de la sortie des biens de l'Union européenne, eh ben, ces biens sont exonérés de TVA. Cette exportation de biens à destination d'un pays hors Union européenne est exonérée de TVA. Diapo suivante. Alors, cette exonération, elle s'applique sur la livraison directe par l'exportateur, c'est-à-dire par le vendeur, ou alors par les livraisons qui sont réalisées par un intermédiaire qu'on dit transparent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'intervient que dans un but d'intermédiaire, mais il n'agit pas en son nom propre. Ce n'est pas quelqu'un qui achète des biens dans l'Union européenne et qui les revend en son nom propre. C'est quelqu'un qui agit pour le compte d'entreprise. Malgré l'exonération, l'exportation est exonérée de TVA, mais malgré cela, l'exportateur conserve tous ses droits à déduction. Donc, il peut déduire la TVA de tous les éléments du prix de tous les éléments qui ont grévé le prix des biens à exporter. Il peut récupérer la TVA par remboursement, ou alors il peut la déduire de la TVA collectée. Il a également la faculté d'acquérir ou d'importer, en franchisant en base de TVA, les biens qui destinent à l'exportation ou après transformation. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tous les biens qui vont être nécessaires pour la fabrication, par exemple, je sais pas, vous fabriquez des voitures, vous avez besoin de différentes pièces. Les différentes pièces, vous les achetez à d'autres personnes dans l'Union européenne. Vous pouvez acheter ces pièces en franchise de TVA parce que cette voiture, elle est destinée à l'exportation. Alors, il y a deux conditions, je m'attache un peu là-dessus, c'est qu'il y a deux conditions par rapport à la franchise de TVA. Il y a une condition, pour pouvoir bénéficier de la franchise, il faut faire une demande auprès des finances publiques. Donc, c'est auprès du service des impôts et des entreprises dont vous dépendez. Vous lui demandez un quota d'achat en franchise. Et il y a également une condition de chiffre d'affaires à remplir, de chiffre d'affaires à l'exportation à remplir sur l'année précédente. Donc, pour toutes les questions qui concerneraient des demandes d'achat en franchise, je vous encourage à vous rapprocher de votre service d'impôt des entreprises qui a toutes les informations pour pouvoir, vous accorder ou pas une attestation d'achat en franchise et vous renseigner sur les différents niveaux de chiffre d'affaires. Ensuite, donc, on passe
aux prestations. Donc là, on a vu les exportations de biens. Donc les exportations de biens, toutes les exportations de biens sont exonérées de TVA à partir du moment où elles sortent de l'Union européenne et que les conditions sont remplies. À côté de ça, on a également les prestations de services. Alors, dans les prestations de services, il faut s'attacher à deux cas. Les premières prestations de services qu'on peut considérer, c'est les prestations de services qui sont liées aux exportations de biens. C'est-à-dire que j'ai un conteneur rempli de biens que je m'apprête à livrer aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est des biens qui sont vendus à destination d'un pays qui est hors Union européenne. J'ai des prestations de services qui s'attachent à cette exportation, par exemple du transport, etc. Et ben, ces prestations de services, comme elles s'attachent à une exportation de biens qui est elle-même exonérée de TVA, ces prestations de services sont exonérées de TVA. Donc, bon, on vous a mis l'article du Code général des impôts qui détermine l'exonération des prestations de services liées aux exportations de biens. C'est le 262, grand 1, petit 1 et petit 2 du CGI. Donc, l'exonération, elle s'applique quelle que soit la qualité et le lieu d'établissement du donneur d'ordre. C'est-à-dire, le donneur d'ordre, c'est le preneur, c'est celui qui va réceptionner les biens. Donc, dans mon exemple, c'est l'entreprise aux États-Unis. Donc, quelle que soit sa qualité et le lieu où il se situe, l'exonération, elle s'applique. Donc, les prestations de services qui sont directement liées aux exportations de biens meubles corporels, ils concernent les prestations qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à destination de l'étranger. Donc, ces prestations de services, on voit dans la diapo suivante, elles concernent, par exemple, les prestations qui sont accessoires au transport, location d'appareils de levage, fourniture de bâches, les opérations qui sont effectuées par les représentants en douane et inhérents à l'exportation, les dépôts de dossiers pour le compte d'autrui, tout ce qui est formalité administrative, la constitution des dossiers d'exportation, le chargement et le déchargement des moyens de transport, la manutention accessoire des marchandises. Il y a également la location des moyens de transport, des engins de manutention, des contenants et des matériels pour la protection des marchandises exportées. Et également tout ce qui est gardiennage, magasinage et emballage de ces marchandises. Alors, ces prestations accessoires, elles sont énumérées, c'est-à-dire qu'elles sont quand même limitatives. Donc, il y a une liste assez complète. Là, je vous ai mis les plus flagrantes, mais en cas de doute, vous pouvez vous rapprocher de votre service d'impôt des entreprises pour avoir l'information si la prestation elle est liée à une exportation de biens. En gros, de toute façon, il faut qu'elle soit liée à l'exportation de biens pour qu'elle soit exonérée. Alors, ensuite, on passe aux prestations de services, donc tous les autres, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas liées à une exportation de biens. Donc, là, on va s'attacher à des critères Alors, pour déterminer si une prestation est imposable en France ou est imposable dans le pays de l'exportation, il faut qu'on s'attache à deux choses. Il faut qu'on s'attache déjà à la référence au lieu de l'opération, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on situe la prestation. Si la prestation de service, elle est réputée être réalisée en France ou à l'étranger. Et la deuxième chose, il faut qu'on s'attache également à la qualité du preneur. C'est-à-dire que le preneur, ça peut être un assujetti ou ce qu'on appelle un non-assujetti. C'est des notions dont on va revenir juste après pour vous expliquer ce que c'est. Donc, il y a deux choses à vérifier. Il y a l'endroit où se situe la prestation et deux, la qualité de l'acheteur, en gros. Donc, je reprends un peu la diapo. Donc, en ce qui concerne les prestations de services, donc les critères d'application territoriale de TVA sont déterminés par référence au lieu où ces opérations sont réputées se situer, tel que ce lieu est défini par la loi. Donc, il convient d'apprécier l'endroit où la prestation de service va être effectuée pour voir si cet endroit est situé en France. Et donc, dans ce cas-là, il rentre dans le champ d'application de la TVA française. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il y a des termes qu'on appelle, c'est-à-dire le preneur ou le donneur d'ordre, c'est des termes qu'on va préciser un peu plus loin, et ça désigne la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation. Et
ces règles, donc les règles de territorialité, c'est-à-dire savoir où se situe la prestation, elles sont différentes selon que le preneur donc l'acquéreur de la prestation, est un assujetti ou une personne non assujettie. Donc, elle est effectivement déterminante pour déterminer le lieu de taxation de la prestation de service à la TVA. Donc, une définition des assujettis et des non-assujettis. Donc, un assujetti, c'est quiconque exerce d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels qu'en soient les buts et les résultats. Donc, il est défini comme assujetti. Alors, qu'est-ce qu'une activité économique? Une activité économique, c'est toute activité de producteur, de commerçant ou de prestation de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Donc, tout ce qui est exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence est considéré comme une activité économique. Ça détermine une chose qui va être très importante, c'est-à-dire que c'est le caractère de permanence. Pour que ça constitue une activité économique, il faut qu'il y ait une permanence des recettes. C'est-à-dire que moi, en tant que particulier, je vends mon vélo à quelqu'un qui habite à l'étranger, je vends mon vélo une fois. Donc, ça n'a pas un caractère de permanence. Donc, je ne suis pas assujetti. Par contre, je m'installe, j'ai un magasin où j'achète des vélos à un fabricant et je les revends. Là, c'est un caractère de permanence, les recettes sont permanentes. Et donc, je suis considéré comme un assujetti. Attention, la qualité d'assujetti, elle est indépendante du statut juridique des personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en société pour être déterminé comme un assujetti. Un particulier qui ferait des ventes à l'étranger, enfin, qui ferait des ventes à l'étranger ou en France d'ailleurs, parce que la qualité d'assujetti ne dépend pas de ce que vous réalisez comme opération, mais un particulier qui ferait des ventes de manière régulière, pour lequel il y aurait une permanence des recettes et une permanence de cette activité économique, serait considéré comme assujetti et rentrerait dans le champ d'application de la TVA. Donc, il n'y a pas de. Donc, la qualité d'assujetti, elle est indépendante du statut juridique des personnes. Elle est indépendante également de la situation au regard des impôts ou de la forme et de la nature de l'intervention. La notion de. Donc, qui considère-t-on comme des non-assujettis? Les non-assujettis, j'ai envie de vous dire, c'est tout le reste. C'est-à-dire l'assujetti ou la personne morale qui est non-assujettie mais qui est identifiée à la TVA et qui acquiert pour une prestation, pour son besoin privé ou pour son personnel un bien, cette personne, bien qu'elle soit assujettie, elle agit en tant que non-assujettie parce qu'elle acquiert un bien non pas pour son activité économique, mais pour ses besoins privés ou alors pour son personnel. Et dans ce cas-là, cette opération-là, elle est considérée comme effectuée par un non-assujetti. Ça peut être également une personne morale qui est non assujettie et non identifiée à la TVA. Ou alors, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, un particulier qui agit pour son propre compte. Le prestataire doit être en mesure, c'est-à-dire le prestataire, c'est dans le cas des exportations, le prestataire, c'est le vendeur. Le vendeur, il doit être en mesure de justifier de la qualité d'assujetti ou de non-assujetti du preneur et de l'usage auquel est destiné le service. Alors là, c'est là où il y a une difficulté, c'est-à-dire que quand vous vendez quelque chose à l'étranger, la plupart du temps, c'est à des entreprises ou des sociétés qui ont une stature, donc la qualité d'assujetti, elle est implicite, on va dire, mais il peut arriver que vous n'ayez pas une grande connaissance de la personne qui réceptionne le bien, et dans ce cas-là, il va falloir se poser de savoir s'il y a la qualité d'assujetti ou de non-assujetti. Alors, la justification de cette qualité, elle se fait par tout moyen sur la facture, c'est-à-dire par exemple un numéro de TVA pour les pays pour lesquels il y a un numéro de TVA, ou un numéro d'identification qui correspondrait grosso modo à un numéro de TVA dans le pays dans lequel est cet assujetti, ou tout autre dispositif de preuve. Donc, vous voyez, la mention sur la facture d'une référence à l'article 44 de la directive de TVA peut être également un indicateur pour lequel le preneur est un assujetti. Donc, tout ce que je dis, tous les numéros similaires qui font une présomption simple de la qualité d'un assujetti, agissant en tant que tel.
Ensuite, on va passer, donc on a vu la qualité d'assujetti et la qualité de non assujetti. On a vu précédemment, il y a deux principes, la qualité du preneur et l'endroit où se situe la prestation. Donc, la prestation, elle est déterminée par rapport à différents critères, c'est-à-dire ce qu'on appelle une notion d'établissement en France. Un assujetti, prestataire ou preneur, peut être considéré comme établi en France si le siège de son activité économique ou alors si son établissement stable ou alors à défaut son domicile ou sa résidence habituelle se situe en France. À ce moment-là, à partir de là, on considère que cet assujetti preneur, enfin ce preneur assujetti plutôt, et a un établissement stable en France. Et donc, ce n'est plus un preneur extra-communautaire, c'est un preneur en France. Et donc, on retombe dans le champ d'application de la TVA française. On ne considère plus que c'est une exportation, mais ça tombe dans le champ d'application de la TVA française. Le lieu de l'activité économique, c'est le lieu où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'entreprise ou tout lieu d'activité de l'entreprise. On peut prendre, pour considérer ce lieu, on prend la plupart du temps ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Donc, on regarde l'endroit où sont prises les décisions essentielles par rapport au fonctionnement de l'entreprise, le lieu statutaire de son siège ou le lieu où se réunit la direction. Alors, attention, l'adresse postale, une adresse postale n'est pas déterminante pour déterminer le lieu où l'assujetti a son siège ou son activité économique. Donc, ça peut être par exemple une boîte postale, ce n'est pas déterminant. Même une adresse postale, enfin ce que j'appellerais une vraie adresse postale, c'est-à-dire une adresse postale où il y a un immeuble derrière ou une maison, n'est pas déterminante pour déterminer le siège. Il faut vraiment que l'entreprise ait une activité qui est réelle sur l'endroit pour que cette notion d'établissement en France soit déterminante. Ensuite, on passe à la notion de preneur assujetti et de preneur non assujetti. Donc, pour la détermination du lieu de la prestation de service, c'est-à-dire, en fait, l'important là, ça va être de savoir à quel endroit on situe l'exercice de la prestation de service. Je prends par exemple une entreprise française qui effectue une prestation de conseil en management, par exemple. Donc, le preneur qui va prendre, le preneur assujetti derrière, il va falloir qu'on détermine si la prestation elle est réputée se situer en France ou si elle est réputée se situer hors de France. Donc, pour ça, il faut, qu'on détermine le preneur assujetti s'il a des intérêts, s'il a un établissement stable en France. Et dans ce cas-là, s'il y a un établissement stable en France, même si la prestation elle est effectuée en distanciel, avec des personnels étrangers, cette prestation, elle est réputée se situer en France et donc elle rentre de plein droit dans le champ d'application de la TVA française et elle est imposable en France. Alors, bien sûr, ça, c'est le champ d'application. Après, vous savez, comme moi, qu'il y a quelques exonérations légales qui peuvent exister sur l'application de la TVA. Donc, si, malgré le fait que cette prestation elle soit réalisée en France, elle peut être exonérée par un dispositif de la loi. Ensuite, si la prestation, si le preneur assujetti n'est pas implanté en France, n'est pas situé en France, on considère que la prestation de service, elle est réputée se situer hors de France. Et à ce moment-là, elle constitue une opération qu'on appelle extraterritoriale qui sort du champ d'application de la France. Elle sera imposée suivant la TVA du pays. Alors, le TVA ou quelque chose qui est assimilé à la TVA française ou enfin à de la TVA, mais elle sera taxée dans le pays d'origine du preneur assujetti. Alors attention, comme on vous l'a signalé un petit peu avant, malgré le fait qu'elle se situe hors du champ d'application de la TVA française, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de TVA collectée, elle ouvre droit, en fait cette opération, elle ouvre quand même droit à une déduction de la TVA qui a grévé
les éléments de son prix. C'est-à-dire tout ce qui a concouru à la réalisation de cette prestation au niveau de la France, eh ben, c'est déductible. Ça, vous pouvez en demander soit le remboursement, soit l'imputation sur la TVA collectée. Alors maintenant, on va passer sur le preneur non assujetti. Alors, un preneur non assujetti, donc, comme on a vu, c'est soit un particulier, soit un professionnel, mais qui réaliserait des opérations pour ses besoins privés ou pour ou personnels. Donc, les preneurs non assujettis qui ont établi enfin, les preneurs non assujettis qui ont un siège d'activité économique en France, par exemple, sont... Alors, attendez, je m'embrouille, donc je vais reprendre. Les preneurs assujettis qui ont le siège de leur activité économique en France ou qui disposent d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ou à défaut qui ont leur résidence principale ou leur résidence habituelle en France. Donc, dans ce cas-là, la prestation est réputée se situer en France. Donc là, elle est imposable en France suivant le régime français. Donc, même si le preneur non assujetti est d'origine étrangère, que la prestation se réalise pour l'étranger. Et dans ce cas-là, donc, elle est imposable en France, elle est déclarée sur votre déclaration de TVA. Par contre, si le preneur est en dehors de la France, à ce moment-là, la position enfin, quel que soit, non, alors je m'embrouille, quel que soit le lieu de situation du preneur, qu'il ait un établissement en France ou qu'il ait un établissement à l'étranger, la prestation est réputée être effectuée en France et se situer en France, et donc elle est imposable au taux français. Ensuite, donc je vous ai mis un petit, par exemple, derrière, il y a un petit tableau pour voir un peu le fonctionnement. Vous avez une entreprise française qui facture une prestation de conseil en management à une entreprise hors Union européenne. La règle de TVA, c'est une vente de prestations de services extracommunautaires à un assujetti hors de France. Donc ça veut dire que c'est exonéré de TVA. Et au niveau du client hors UE, c'est l'achat de prestations de services extracommunautaires qui va rentrer dans le champ d'application de la TVA ou de la taxe qui est assimilée à la TVA dans son pays. Donc, au niveau de la facture, il faut impérativement qu'il y ait l'indication du numéro de la TVA intracommunautaire français, c'est-à-dire qu'il y ait la mention TVA article 283.2 du CGI ou article 44 de la directive 2008-8. Au niveau du client hors Union européenne, bon, voilà, il va devoir vérifier les mentions sur la facture et sur le numéro de TVA intracommunautaire. Et au niveau de la CA3, donc au niveau de votre déclaration à vous, jusqu'en 2021, donc vous aviez à le porter sur la ligne 5 dans les autres opérations non imposables. Et à compter de 2022, ça sera sur ce qu'on appelle la ligne E2. C'est toujours une ligne, la ligne elle porte toujours le nom de autre opération non imposable. Et donc le client qui est hors Union européenne, lui par contre, il devra soumettre l'importation, parce que pour lui c'est une importation, l'importation de la prestation à la législation de son pays, au niveau fiscal. Alors, on va s'attacher un peu maintenant par rapport à la preuve de la sortie effective des marchandises. Donc, Adeline, vous prenez le relais ? Oui, alors donc, on vous a présenté les principes généraux de la territorialité de la TVA, à la fois pour les exportations de biens, les prestations de services liées à des exportations de biens, et puis pour les prestations de services, avec les questions à se poser pour déterminer quelles sont les règles de TVA applicables. Là, sur cette diapositive, on évoque brièvement les moyens d'apporter la preuve de la sortie effective des marchandises. En effet, pour que l'exonération qui est prévue par le Code général des impôts puisse s'appliquer, il faut que l'assujetti qui a effectué la livraison de biens en exonération de la TVA puisse apporter la preuve que les biens ont effectivement quitté le territoire de l'Union européenne, que ce soit au départ de la France ou au départ d'un autre État membre. Alors, ce sont les services douaniers qui sont chargés notamment de vérifier la sortie effective des marchandises déclarées
des marchandises déclarées en douane et de délivrer le titre qui justifie de cette exportation. Donc, la preuve peut être apportée pour démontrer la sortie des biens du territoire de l'Union européenne, soit à partir du certificat électronique dans le cadre de la procédure dématérialisée, soit à défaut dans le cadre d'une procédure papier par la production du document administratif unique qui est visé par le bureau des douanes du point de sortie du territoire de l'Union européenne. Donc, soit par la production d'un certificat électronique dans le cadre de la procédure dématérialisée, soit par la production du document unique dans le cadre d'une procédure papier. Mais le CGI prévoit aussi que d'autres éléments de preuve alternatifs peuvent être apportés. Et il y a plusieurs exemples qui sont mentionnés dans l'annexe 3 du Code général des impôts. Donc, je vous invite à vous y reporter parce qu'il y a une multitude d'exemples qui sont présentés dans cette annexe et qui sont autorisés comme éléments de preuve pour démontrer la sortie des biens du territoire de l'Union européenne. Le second élément qu'on voulait vous présenter, c'est les évolutions. Ce sont les évolutions sur les modalités déclaratives, notamment évolutions qui ont porté sur la déclaration d'échange de biens depuis le 1er janvier 2022. En effet, la déclaration d'échange de biens, elle fusionnait à la fois l'état récapitulatif de TVA et la déclaration statistique. Depuis le 1er janvier 2022, il y a deux collectes distinctes qui s'opèrent. À la fois la réponse à une enquête de la statistique publique et d'autre part, toujours la déclaration de l'état récapitulatif TVA. C'est la Direction générale des douanes et droits indirects qui reste en charge de la collecte de l'état récapitulatif TVA pour le compte de la DGFiP, mais les douanes n'interviennent que sur le volet collecte. C'est bien les services de la Direction générale des finances publiques qui restent compétents pour répondre à toute question sur les informations apportées sur l'état récapitulatif de TVA. C'est-à-dire que si les entreprises ont une question pour compléter cet état, elles doivent se tourner vers le service des impôts des entreprises territorialement compétents. Ce qui me permet de faire le lien avec la présentation de nos services interlocuteurs des entreprises. Alors, juste avant de passer donc, au lien sur donc les services d'entreprise, il y a deux questions, avant qu'on passe au reste du sujet, il y a deux questions sur le chat. Donc, il y en a une première par rapport à la slide, donc je suppose que c'était la slide sur le tableau. Donc, le client qui est hors Union européenne, il achète bien une prestation communautaire. On a marqué extra-communautaire, mais c'est bien communautaire. C'est une faute de frappe sur sur la slide. Et par rapport à la question sur le fait qu'en est-il de la TVA lorsque l'on vend à une société étrangère, mais que l'on livre les biens à une société tiers en France. C'est-à-dire que vous vendez à une société étrangère, mais il n'y a pas de sortie des biens du territoire. Et ben dans ce cas-là, on est typiquement dans le cas où ce n'est pas une exportation. Il n'y a pas de sortie de territoire, bien que le preneur, vous vendez à une société étrangère, mais il a un établissement stable en France. Vous n'allez pas pouvoir fournir de documents de sortie du territoire des biens. Donc, vous êtes dans le champ d'application de la TVA française. Donc là, c'est plus exonéré, effectivement. Vous rentrez dans le champ d'application de la TVA française. Donc, on passe le rôle des services locaux de la DGFiP. Votre interlocuteur unique, c'est le service des impôts des entreprises. Donc, c'est l'interlocuteur unique pour toutes les démarches fiscales de toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique et quelle que soit leur activité. Donc, que ce soit une entreprise individuelle, une société, une SA, une SAS, etc. Ou alors que ce soit des professions libérales, des artisans, des commerçants.
Le SIE, c'est l'interlocuteur unique pour l'ensemble des professionnels. Il est compétent pour l'ensemble des déclarations, pour le paiement, pour la demande de remboursement de crédit, des crédits, pour l'ensemble des impôts professionnels. Il est également compétent pour les réclamations concernant le paiement de l'un ou de l'autre de ces impôts. Et il est également compétent pour tout ce qui est demande de renseignements et de conseils relatifs à la création ou à la fiscalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une interrogation, vous pouvez le saisir. Cette interrogation, elle peut être, on va dire, de manière libre, c'est-à-dire que vous pouvez l'interroger comme ça, de manière, on va dire, non officielle, ou alors vous avez également la possibilité de l'interroger par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le rescrit fiscal. Donc, le rescrit fiscal, ça permet d'interroger l'administration sur l'application d'une règle fiscale ou sur ses effets qui est applicable sur le cas particulier de l'entreprise. L'administration, elle est tenue de vous apporter une réponse. Elle vous donne son interprétation des textes fiscaux au vu de la situation. Donc cette réponse, elle s'appelle un rescrit fiscal. Et c'est une sécurité juridique pour les entreprises parce que ça engage les services fiscaux. C'est-à-dire que vous pouvez vous prévaloir dans tous vos rapports avec les finances publiques de ce rescrit fiscal pour l'application de ce qu'on vous a dit de faire. Et alors, ça vous permet d'être sécurisé au niveau juridique pour le cas que vous avez soumis et uniquement dans le cas que vous avez soumis. C'est-à-dire que si vous sortez du cadre du rescrit fiscal, si vous faites quelque chose de nouveau par rapport à la situation de fait que vous avez expliqué dans le rescrit fiscal, bien sûr, ne va pas vous couvrir. Mais tant que vous restez dans le même domaine, et ben, en fait, le rescrit fiscal continue à s'appliquer. Donc, la question rescrit peut se porter sur l'ensemble des impôts, droits et taxes qui sont prévus au Code général des impôts. Pour faire une demande de rescrit fiscal, vous devez le faire auprès du service des impôts des entreprises dont vous dépendez, dans certains délais. Donc, pour ce qui est de votre déclaration, c'est-à-dire avant la fin du délai de dépôt de la déclaration ou avant la date du paiement de l'impôt concerné. C'est-à-dire que si vous prenez une position, alors je prends par exemple l'exemple des rescrits pour exonération des entreprises nouvelles. Si vous déposez votre déclaration dans laquelle vous demandez à bénéficier de l'exonération de l'entreprise nouvelle de votre propre chef et que derrière vous demanderez un rescrit, on ne vous fera pas de rescrit parce que vous avez déjà pris position dessus. Par contre, si vous le faites avant de déposer votre déclaration, à ce moment-là, on prendra position sur le fait que vous soyez exonéré ou pas et vous pouvez vous appuyer sur ça pour faire votre déclaration. Donc, l'administration est tenue de vous répondre dans un délai maximal de 3 mois à partir de la réception de votre demande. Bien sûr, pour qu'elle vous réponde dans un délai de 3 mois, il faut que le dossier soit complet. Si le dossier est incomplet, c'est-à-dire que s'il manque des éléments de votre rescrit, si on a besoin de demander des éléments supplémentaires, le délai court en fait à partir du moment où le dossier est complet. L'administration ne répond à un rescrit que sur une situation de fait présentée par une entreprise et qui est suffisamment détaillée et suffisamment explicite. Le rescrit, c'est vraiment pas une réponse à des principes, une réponse sur des principes généraux d'application des dispositions fiscales. C'est vraiment la réponse donnée par l'administration fiscale à une situation de fait qui vous concerne. C'est pour ça qu'effectivement, vous pouvez, dans le cadre d'une demande de rescrit, être sollicité par l'administration fiscale pour obtenir des informations complémentaires. Donc ensuite, donc les services, alors comme je l'ai dit, vous avez les services d'impôt des entreprises qui sont votre interlocuteur unique. Donc on vous a rappelé ici les coordonnées des services d'impôt des entreprises dont vous dépendez. Donc pour la Dordogne, vous avez le le SIE de Bergerac et le SIE de Périgueux. Donc ils ont une compétence géographique. Donc nous n'avons pas mis là la carte de la répartition géographique, mais je suppose que normalement, si vous faites votre déclaration normale, vous savez de quel SIE vous dépendez. Pareil pour la Corrèze, on vous a rappelé les informations
des SIE de Corrèze, donc le SIE de Brive et le SIE de Tulle avec les numéros de téléphone pour les 4 SIE et les adresses mail. Alors, dans tout ce qu'on a dit là, vous avez donc eu différentes informations. Au niveau de la documentation, ce que vous pouvez trouver comme documentation par rapport aux exportations. Alors, je suis désolé, le site impôt.gouv.fr n'est pas très fourni en documentation sur les exportations, la TVA des exportations. Il y a beaucoup plus de choses sur la TVA à l'importation, mais sur la TVA à l'exportation, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vous ai mis 3 sites pour lequel vous avez une ressource documentaire qui est assez conséquente. Donc, on a d'abord le site entreprendre.service-public.fr, donc, dans lequel vous avez un onglet taxe sur la valeur ajoutée avec une fiche pratique spécifique sur la TVA à l'export et sur les procédures de dédouanement. Donc, on vous enverra à l'issue du webinaire, on vous enverra le diaporama. Les liens qui sont en bleu sont cliquables. Donc, vous pouvez cliquer directement sur les liens pour aller chercher l'information. Le deuxième site sur lequel je vous conseille de vous rendre, c'est également le site de la douane, donc la douane.gouv.fr, qui est pareil, a des fiches techniques assez bien faites sur les marchandises expédiées ou transportées par le vendeur ou pour son compte, les marchandises expédiées ou celles transportées par l'acheteur, tout ce qu'il faut savoir sur les procédures débordements, de vente en détaxe, etc. etc. Et le troisième site, c'est le site de démarche-intérieur.gouv.fr. Donc, c'est un site qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et on a toute une zone sur la TVA à l'export et les procédures de dédouanement avec les États et les territoires concernés. Donc là, vous pourrez trouver, par exemple, les territoires qui sont assimilés à des pays tiers, qui sont bien français, mais assimilés à des pays tiers, les opérateurs et les biens concernés, et tout ce qui concerne la procédure de l'exonération. Voilà, donc il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, on va s'attacher à y répondre. Donc, nous fabriquons des selles d'équitation et nous les louons à des assujettis ou des non-assujettis hors Union européenne. Comment facturer, je suppose? Oui, facturer. Eh ben, en fait, il faut que vous vous positionnez à chaque fois sur savoir quel est le preneur, si c'est un assujetti ou un non-assujetti. Si c'est un assujetti, vous êtes dans donc si c'est un assujetti qui est dans un pays, dans un espace hors Union européenne, à ce moment-là, il faut voir s'il a un établissement stable en France ou pas. S'il a un établissement stable en France, il rentre dans le champ d'application de la TVA. S'il n'a pas d'établissement stable, si on ne peut pas comment dire, déterminer le territoire français comme lieu de la prestation, à ce moment-là, il sera imposable de toute façon dans le champ d'application de français. Par contre, pour les non-assujettis, eh ben, en fait, là, c'est imposable directement en France. Donc, la deuxième question, concernant la question, l'établissement tiers qui réceptionne bien en France, si le produit fini, ça change quelque chose, notre forme dans ce cas est bien soumis au régime de TVA français. Donc en fait, ça ne change rien parce que vous, dans votre cas, vous avez donc votre relation, c'est avec l'établissement tiers. L'établissement tiers, c'est alors juste non. Vous facturez à qui? Vous facturez à la société étrangère ou à l'établissement tiers? Donc si vous pouvez me répondre par le chat. Oui, il faut savoir si c'est transparent ou pas. Voilà. La réponse est ici, société étrangère. Oui, c'est bien. Donc en fait, c'est la société, c'est le tiers qui se charge de faire l'expédition à l'étranger. On est d'accord? Alors je suis désolé pour la méthode de réponse. Donc, dans ce cas-là, on peut le considérer comme une société transparente parce qu'elle agit pour le compte de la société étrangère. Et donc, dans ce cas-là, ça rentre dans le régime de l'exonération. Mais je vous invite quand même à nous saisir directement par mail. Et à ce moment-là, on vous apportera une réponse définitive.
Alors, concernant la demande de rescrit, la demande de rescrit, comme c'est quelque chose qui engage l'administration, c'est quelque chose qui est formel, qui est cadré. Donc, à partir du moment où vous faites une demande, nous, on vous envoie un courrier de réponse dans lequel on vous rappelle le droit, la législation, et on applique le droit à votre situation particulière. Donc, c'est quelque chose, si c'est une simple réponse par mail, ça n'engage pas l'administration. Par contre, c'est un courrier, dans le cas d'un rescrit fiscal, c'est un courrier qu'on vous répond et qu'on vous renvoie. Et donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est très formel, qui engage l'administration. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à notre... on a été un peu plus rapide que prévu. Est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à ce qu'on vous a présenté là? Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Moi, je suis Edwige Angéli, donc chargée des formalités export pour les chambres de commerce de Corrèze et de Dordogne. Donc, je tiens à remercier particulièrement M. Manouvrier pour son enthousiasme et sa réactivité dans la construction de ce webinaire, et Mme Lafage pour son accompagnement. Je tiens aussi à remercier donc M. Christophe Pelka pour son intervention remarquable. Et nous avons également l'intervention de la Team France Export grâce à Pierre Prunis. Je vois Pierre. Est-ce que Pierre, tu as le micro? Oui. Voilà. Micro allumé, caméra allumée et j'ai partagé mon écran. On le voit? Oui. Très bien. Oui, c'est bon, Pierre. Vas-y. Je suis Pierre Prunis, je suis conseiller international Team France Export à la CCI Internationale Nouvelle-Aquitaine, basée à Périgueux. Aujourd'hui, je souhaiterais intervenir sur deux sujets parmi beaucoup d'accompagnements qu'on propose. C'est la prospection individuelle d'un côté et puis aussi le sujet des subventions et du financement export. Donc, pour la prospection individuelle en amont, vous voyez, c'est bon? Oui, c'est très bien. En amont de la prospection individuelle que nous proposons, vous pouvez collecter des informations marché sur notre site internet qui s'appelle teamfrance-export.fr. Vous allez trouver une multitude d'informations sur les filières différentes, mais aussi sur les marchés cibles, sur les pays que vous souhaitez cibler dans le cadre de votre prospection. Ce qu'on fait aussi, nous proposons des études de marché personnalisées, des études de marché ciblées, comme ça le dit. Nous faisons ça sur devis avec un département d'études réglementaires et d'études de marché à Paris, mais aussi avec nos conseillers internationaux à l'étranger dans les bureaux Business France. Après, nous proposons la prospection personnalisée qui se fait en général en deux étapes. La première étape, c'est le test sur offre. On cible des prospects qui sont validés en amont avec vous, les entreprises. On prospecte. S'il y a un intérêt pour votre produit, on passe à la mission de prospection individuelle qui est une organisation et la prise de rendez-vous B2B. Le deuxième volet que je voulais aborder, c'est le volet du financement export, notamment les subventions et puis aussi les assurances prospection. En région Nouvelle-Aquitaine, vous avez accès à trois types de subventions export individuelles. C'est le pass export pour les entreprises qui exportent moins de 10% de leur chiffre d'affaires. Le pass export, lui, il couvre tous les coûts externes qui sont liés à la prospection à hauteur de maximum 25 000 € et la subvention qui intervient est à hauteur de 80%, donc 20 000 € maximum sur le budget total de 25 000 €. Le cap international, lui, il intervient pour des exportateurs confirmés, donc les entreprises qui exportent plus que 10% de leur chiffre d'affaires. Là, l'assiette est beaucoup plus élevée. Le budget total subventionné peut aller jusqu'à 200 000 €, mais la subvention, elle s'élève à 50%, donc maximum 100 000 €.
Et la troisième subvention individuelle, c'est une subvention ressources humaines, le talent export. Là, la région, elle peut intervenir à hauteur de 50% sur un premier salaire d'un cadre export de maximum 100 000 euros charges comprises, donc 50%, maximum 50 000 euros. Le talent export, il couvre aussi le recrutement d'un VIE, d'un volontaire international entreprise, à hauteur de 50% pour un budget maximum de 40 000 euros sur une période d'intervention de 18 à 24 mois. Le deuxième dispositif financier, c'est le dispositif d'assurance prospection et assurance prospection accompagnement de BPI France. Il s'agit d'une assurance contre l'échec commercial. L'assurance prospection, elle vise plutôt les exportateurs confirmés et peut couvrir un budget à partir de 30 000 euros. Et l'assurance prospection accompagnement, elle vise des entreprises qui sont moins matures, donc les primo-exportateurs, et elle vise un budget entre 10 000 et 40 000 euros. Le dernier outil financier, c'est le chèque relance export dans le cadre du plan relance France Covid. Ce chèque relance export est valable jusqu'au 15 décembre pour une période maximale d'intervention jusqu'au 15 avril 2023. Le chèque relance export, il subventionne d'un côté la prospection individuelle et l'accompagnement individuel, d'un autre côté l'accompagnement collectif, notamment dans le cadre d'événements collectifs de Business France ou dans des salons internationaux, notamment des pavillons France. Mais il intervient aussi pour la formation à hauteur de 1 500 euros max pour des formations export, des formations que nous, par exemple, on propose, les formations export à votre portée, et puis des formations pour des administrations de vente export. Dans les deux départements, en Dordogne et en Corrèze, nous sommes 4 à accompagner les entreprises. Élodie Morichon, qui elle est basée à Limoges, elle accompagne les entreprises de la filière tech et services en Corrèze. Ma collègue Sophie Février, basée à Brive, elle accompagne les entreprises dans l'agrotech agroalimentaire en Corrèze. Ma collègue Nadège Pilias, qui est basée à Agen, elle accompagne les entreprises en Dordogne dans l'agroalimentaire. Et moi, j'accompagne en Corrèze et en Dordogne tout le reste des entreprises, donc tout ce qui est industrie clean tech, art de vivre et santé, et puis tech et services en Dordogne. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez écrire sur le chat. Sinon, vous pouvez nous contacter par les mails que vous voyez sur cette slide. Merci beaucoup et je repasse la main à Edwige. Merci Pierre. Eh bien, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce webinaire aura été fructueux pour vous. Je vous rappelle que vous recevrez bientôt le diaporama de la présentation. Je vous invite à vous inscrire à nos newsletters pour ne pas manquer nos prochaines informations. Très bonne journée à tous. À bientôt.